Ok, bonjour à tous. Comme l'a dit Clémentine, on va parler de persistance de données et montrer comment, juste avec l'installation d'une librairie et quelques attributs, on va pouvoir utiliser API Platform avec Redis sans avoir besoin de base SQL traditionnelle. Alors, avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Clément Talleux. Je suis du coup le créateur. Je travaille chez les Tilleuls, pardon. Je suis créateur d'une librairie qui s'appelle du coup PHP Redis OM, qui est sortie il y a à peu près 1 an et demi, et qui du coup OM pour Object Mapper. C'est un Object Mapper pour Redis. Et j'ai sorti aussi cet été un bundle qui s'appelle Trigger Mapping Bundle, qui du coup va vous permettre de mapper des triggers SQL, Postgre, MariaDB sur des entités doctrines pour profiter du versionnage, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, on a sorti un article il y a quelques semaines là-dessus sur le blog des Tilleuls. Du coup, quand les talks ont été annoncés, j'ai appris que j'étais juste après Kevin, le créateur de l'API Platform, et juste avant Niels, le créateur de Composer. Donc ça va, j'avais pas trop la pression. Et du coup, ça m'a rappelé une histoire que je me suis dit que j'allais vous raconter. En janvier 2015, alors là, du coup, ça c'est l'équipe des Tilleuls en 2015 au Symphony Live de Paris en avril 2015. Et alors quelques mois auparavant, en janvier 2015, Kevin a sorti le premier commit d'API Platform. Du coup, Dinglass API Bundle à l'époque, c'était l'ancien nom. Et quelques jours après, j'ai fait mon premier jour de stage chez les Tilleuls, du coup le 1er février. Et donc je suis arrivé le premier jour, j'avais Kevin comme maître de stage, et du coup il m'a expliqué le projet sur lequel j'avais travaillé, du coup le projet du client. Du coup, il m'a demandé est-ce que tu vois ce que c'est les API. Et moi, j'ai cru qu'il avait dit les applis. Du coup, j'ai dit bah oui, j'en ai plein sur mon tel. Enfin, dans ma tête, je me suis dit bah oui, je vois très bien ce que c'est. C'est bizarre comme question. Mais j'ai dit oui, je vois ce que c'est. Du coup, il a commencé à continuer à me parler et il m'a dit j'ai créé un bundle qui permet de générer des API facilement. Et là, je me suis dit tiens, c'est marrant. Il a encore dit API sans L pour appli. Mais bon, vu que c'était mon premier jour, je me suis dit, je ne vais pas dire à mon maître de stage le premier jour qu'il prononce mal un mot. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai hoché la tête. Et puis, du coup, il m'a montré le code. Et donc là, j'ai vu le fameux Dinglass API Bundle. Et là, toujours pas de L dans le nom. Donc je me suis dit, en fait, je connaissais Kevin déjà depuis une dizaine d'années, je sais qu'il écrit correctement, et je me suis dit, là, c'est louche. En fait, je pense pas qu'il fasse une faute dans le nom du bundle, donc ça doit juste être un mot que je connais absolument pas. Mais il était trop tard pour lui dire, j'ai rien compris à ce que tu me parles depuis tout à l'heure, donc j'ai fait comme si de rien n'était. Et puis, je suis allé voir un peu après sur Wikipédia. Et du coup, j'ai été le tout premier utilisateur d'API Platform, donc appli Platform, visiblement, alors que je savais pas du tout ce que c'était qu'une API. Et donc voilà. Et du coup, s'il y a une leçon à retenir de toute cette histoire, c'est que si vous avez un syndrome de l'imposteur, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, et qu'un collègue vous parle d'un truc et que vous y comprenez rien, vous faites semblant, vous hochez la tête, et puis 10 ans après, vous pouvez parler à la PayCon 2035. Voilà. Merci. Bon alors, du coup, c'est un talk de 20 minutes et j'ai fait des blagues pendant 3 minutes, donc du coup, je vais devoir parler très vite maintenant, désolé. Alors, du coup, l'object mapping, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai mis un début de définition. L'object mapping, ça va être de vouloir convertir des objets d'un langage de programmation, en l'occurrence nous de PHP, dans un format qui va pouvoir être partagé et interprété par d'autres langages de programmation, du Java, du Node, etc., qui vont comprendre par exemple le JSON, tous les langages savent interpréter ou produire du JSON, du XML, ou communiquer avec une base de données. Le but de l'object mapping, c'est en fait de surmonter ce qu'on appelle l'inadéquation d'impédance, l'écart d'impédance. L'impédance, c'est un concept d'électricité. Et en fait, l'idée, c'est que Symfony ou API Platform, c'est des frameworks qui sont résolument orientés objet. Et un objet en PHP, ça va avoir des relations entre eux, ça va avoir des références en mémoire, ça va avoir des types qui lui sont propres, ça va avoir parfois de l'héritage. C'est assez complexe, c'est assez riche. Alors que côté base de données, on a plutôt tendance à penser en termes de tables avec des lignes. Donc c'est ça, et pour Redis, de pair clé valeur, on va voir ça un peu plus tard. Et donc c'est ça, l'inadéquation d'impédance, c'est l'incapacité à communiquer des objets d'un système à l'autre. Et donc l'object mapping, ça sert à ça. Ça sert à permettre à des systèmes informatiques pensés différemment à communiquer entre eux. Alors, un object mapper, vous connaissez sûrement, c'est Doctrine, vous avez sûrement déjà utilisé, qui est en fait un object relational mapper, Doctrine ORM, relationnel parce que, en l'occurrence, ça communique avec des tables relationnelles. Voilà. Alors, Redis, qu'est-ce que c'est? Alors, je fais quelques brefs rappels, désolé si vous connaissez déjà bien. Redis, ça veut dire Remote Dictionary Server. C'est une base de données NoSQL qui a deux grandes particularités. La première, c'est que c'est un système de paires clé-valeur. Alors,
si vous vouliez visualiser une architecture Redis, imaginez ça comme une table avec juste 2 colonnes. À gauche, le nom de vos propriétés, le nom de vos clés, et à droite, ce qu'elles contiennent. C'est aussi simple que ça. Et l'autre grande particularité de Redis, et c'est ce qui fait sa force, c'est que Redis est intégralement stocké en mémoire vive dans la RAM. Donc ça va très très vite. On a des temps de latence de l'ordre du microseconde. Mais le pendant de ce problème, c'est que vu que c'est écrit dans la RAM, si on coupe le serveur, on a une volatilité des données. Potentiellement, on peut les perdre. Comment ça fonctionne Redis? Redis, ça fonctionne avec un langage de commandes. On en a plus de 500, on ne va pas tous les voir. Les commandes de base, c'est le set et le get. Donc je vous l'ai dit, on a ce système de paire clé-valeur. Donc on va faire un set, le nom de ma clé name, la valeur Jojo, et puis si on veut la récupérer, on fait un get name et on récupère. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous l'ai dit, Redis, ça va très vite, ça va vraiment très très vite. Ça, c'est un test de performance qui a été fait il y a quelques années. C'est un test qui a été fait avec 50 clients qui vont en simultané faire 5 millions de requêtes à un serveur Redis. Et donc, sur le côté gauche, on peut voir le nombre de requêtes par seconde. Et on voit qu'un serveur Redis, depuis Redis 3, donc là, on a Redis 8, je crois, est capable d'encaisser plus de 200 000 requêtes par seconde. C'est vraiment très 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 performant. Et ça va du coup être très très utile quand on a des gros volumes de lecture-écriture simultanée, quand on fait du temps réel, de l'analytics, etc. Alors, des object mappers pour Redis, il en existe dans plein d'autres langages, j'en ai mis quelques-uns. Ceux-là sont tous maintenus par l'organisation Redis elle-même, mais il n'y avait rien en PHP, en tout cas rien de maintenu et rien de récent. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de développer cette librairie. Alors, on va voir comment on communique avec Redis. Alors, si vous avez déjà utilisé, désolé, vous savez comment on fait. Comment on communique avec Redis en PHP? On va utiliser des clients Redis. Il y en existe plusieurs. Le premier, ça va être PHP Redis. PHP Redis, c'est une extension PHP. Donc, comme toute extension, normalement, elle est écrite en C. L'avantage, c'est que ça va très vite. Le désavantage, c'est que ça ne supporte pas par défaut certaines fonctions de modules plus récents de Redis, notamment Redis JSON, Redis Search, qui vont être très utiles pour notre besoin. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, ça veut dire juste que l'extension n'expose pas de fonction PHP pour l'utiliser, il va falloir bidouiller un peu. L'autre client Redis très réputé, c'est Predis. Ils ont tous les deux à peu près le même âge, ils ont une quinzaine d'années. La différence de Predis, c'est que du coup, l'extension PHP Redis, vous l'installez, vous faites un PHP, enfin vous modifiez le PHP-NI pour l'activer et c'est OK. Predis, c'est une librairie PHP, 100% en PHP, donc vous l'installez avec un composer require. Le gros avantage, c'est que ça supporte toutes les fonctions de tous les modules, même les plus récents de Redis. Le désavantage, c'est que c'est un peu plus lent que l'extension écrite en C. Alors, les objets dans Redis. Du coup, je vous l'ai dit, on a un système de paire clé-valeur et Redis permet de stocker des strings. Donc, on pourrait se dire naïvement, il suffirait que je transforme mon objet en string et je pourrais le stocker dans un serveur Redis. Tout simplement, je le JSON en code ou j'utilise la méthode native de PHP serialize qui va transformer un objet en string. Je vais le stocker dans mon serveur Redis et puis après, je le récupère. J'utilise la méthode unserialize, je récupère mon objet. Naïvement, on pourrait se dire ça suffit. Mais là, on va tout de suite un problème, c'est que même si cette string, pour vous, ce JSON, vous savez que c'est un objet. En fait, pour Redis, c'est opaque et pour lui, ça reste juste une string. Donc, si vous voulez le manipuler, accéder à une propriété de votre objet ou les trier, il va falloir forcément tout récupérer. JSON décoder, modifier ce que vous voulez, JSON encoder, repersister. Donc, c'est pas possible. Mais Redis fournit des méthodes, des modules pour permettre de manipuler les objets. Le premier s'appelle Redis JSON. Alors les modules dont je parle aujourd'hui, ils sont tous disponibles dans les dernières versions de Redis, donc vous n'avez rien à installer particulièrement, il faut juste que vous ayez déjà un serveur Redis disponible. Et du coup, alors, ce module Redis JSON, on garde le set et le get, et va vous permettre d'avoir un certain nombre de fonctionnalités de manipulation d'objets dans Redis, notamment d'accéder directement à une propriété. Comment ça marche? On a une syntaxe qui s'appelle le JSON pass, c'est comme le XPath pour XML, mais c'est en JSON. Et du coup, on peut le voir, je set un JSON, et puis après, je veux modifier seulement le name, et j'ai cette syntaxe, et récupérer seulement le name, et c'est possible. Donc déjà là, on a des objets dans Redis. L'autre moyen de stocker les objets dans Redis, c'est le format des hashes. Ça, c'est un format natif qui est plus ancien, et ça va permettre en gros d'aplatir vos objets. En gros, on va prendre votre objet, vous allez le parcourir, vous allez le transformer en tableau associatif à un seul niveau pour faire en fait une suite de paires clés-valeurs. On peut le voir en haut. Du coup, je fais un hash-set de user et puis en fait, on va faire name, ma propriété, la valeur, ID, la propriété, ainsi de suite. Et après, en bas, on a le hash-get-all qui va vous permettre de récupérer tout l'objet dans un tableau à une seule dimension. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Du coup, remplacer notre base de données par Redis. Alors, on a vu, on peut manipuler, percer les objets. Alors, pourquoi on ne remplacerait pas potentiellement une BDD SQL traditionnelle dans Redis? On va voir les points positifs, les points négatifs. Alors, le premier point intéressant, c'est que l'architecture des objets Redis, c'est des structures qui sont plutôt proches de nos objets métiers. Un objet métier en PHP, un user, il va avoir un ID, un name, un email. En fait, c'est déjà des systèmes de paires clés-valeurs. Donc, on se dit, OK, en termes de métier, c'est plutôt proche.
Le deuxième gros avantage, c'est la latence ultra basse, on l'a vu, et la montée en charge quasiment linéaire de Redis. Qu'est-ce que ça veut dire quasiment linéaire? C'est qu'en gros, dans Redis, plus vous ajoutez de RAM, plus ça va vite. C'est aussi simple que ça. Contrairement à une base traditionnelle, une base SQL, c'est pas parce qu'elle fait 15 mégas qu'elle va être rapide. Si votre modèle de données est mal rédigé, que vous avez des jointures dans tous les sens, que vous n'avez pas mis les bons index, ça va être très lent. Et inversement, vous avez des bases Postgre de plusieurs centaines de gigas. Si c'est plutôt bien ficelé, votre modèle, ça va quand même rester très performant. Pour Redis, on n'a pas ce problème. Si tout est en RAM, plus vous mettez de RAM, plus ça va vite. C'est aussi simple que ça. Alors, les contres, il y en a quand même pas mal. Du coup, c'est que déjà, ça va créer ce fameux décalage d'impédance dont on parlait plus tôt. Un objet PHP, ce n'est pas un objet Redis, donc il va falloir forcément les transformer pour pouvoir les stocker et puis les détransformer pour les récupérer. Le deuxième truc, c'est bye-bye les garanties acides. Donc en gros, la cohérence, la sécurité de votre modèle de données, le fait qu'on ne puisse pas persister n'importe quoi dans une base SQL, ça vous le perdez. Et puis le principe de transaction, etc., tout ça aussi, c'est perdu. Et enfin, construire des requêtes Redis, c'est beaucoup moins lisible qu'en SQL, c'est beaucoup moins agréable à faire qu'en SQL ou en DQL avec les syntaxes Redis Search. Du coup, c'est là qu'intervient la librairie PHP RedisOM dont je vous ai parlé plus tôt et que j'ai développé il y a un peu plus d'1 an. C'est qu'on va permettre de persister et requêter les objets sans que vous ayez absolument rien à faire. Le seul prérequis, forcément, c'est d'avoir déjà un Redis. Ça s'installe tout bêtement Composer Require Tale PHP RedisOM. Et ensuite, vous allez avoir une série d'attributs qui vont vous permettre de mapper des objets, des entités Redis, et pour les persister. Alors, le premier attribut, du coup, c'est l'attribut entity qu'on voit tout là-haut, qui va vous permettre de dire, OK, cette classe, je veux qu'elle soit mappée et représentée dans Redis. Le deuxième, c'est le Redis ID, qui va vous permettre de dire, voilà, l'identifiant qui va permettre de construire ma clé dans Redis, ça va être cette propriété. Vous voyez, généralement, c'est les syntaxes que vous connaissez, si vous avez utilisé Doctrine, c'est vraiment très, très similaire. On a des attributs pour les propriétés, les identifiants. Et du coup, le dernier, c'est justement l'attribut property pour dire, OK, dans cet objet, je veux que cette propriété soit mappée dans Redis. Si certaines ne veulent pas le persister, vous ne le mettez pas. Et puis, on a cette le paramètre index. Alors, pourquoi on a un paramètre index? C'est-à-dire que par défaut, on ne va pas créer les index pour toutes les propriétés, pour ne pas alourdir le serveur. Donc, vous allez décider uniquement les propriétés sur lesquelles vous voulez faire des requêtes. Vous dites, je veux pouvoir trier par name, je veux pouvoir filtrer par name. Je mets un index là-dessus. Alors, on peut en faire pour une entité, vous pouvez créer 1024 index. Donc, normalement, si vous avez plus de 1000 propriétés dans votre entité, vous avez un autre problème. Donc, c'est vraiment juste pour des soucis de performance. Et le but d'utiliser Redis, c'est d'avoir des bonnes performances. Donc, par défaut, toutes les propriétés ne sont pas indexées. Alors, comment ça fonctionne ensuite? À savoir, quand on parle de persistance de données, on a deux grands design patterns qui coexistent. Le premier, c'est le Active Record, que vous avez déjà sûrement rencontré si vous utilisez Eloquent, l'ORM par défaut de Laravel. Comment ça marche, l'Active Record? C'est que vous allez avoir une classe en PHP qui va étendre, en l'occurrence pour Eloquent, une classe modèle, mais ça pourrait être autre chose, qui va lui ajouter des fonctions, des méthodes pour persister, supprimer vos objets dans la base de données. Donc, en gros, vous avez votre article et puis vous faites flash save, flash update, flash delete ou remove, et ça va permettre de communiquer directement avec la base de données. Le deuxième design pattern, celui qui est exposé ici, c'est le data mapper. Alors celui-ci, c'est celui qui est implémenté par Doctrine notamment. Celui-ci, en gros, le data mapper, les objets n'ont aucune connaissance de ce qui se passe en base de données. En fait, on va avoir des classes, en l'occurrence des entity managers, ici un Redis subject manager, qui va s'occuper de faire la communication, les transactions avec Redis. Et du coup, côté métier, on pourrait changer de base de données du jour au lendemain. L'objet ne saurait pas vraiment ce qu'il en est. De toute façon, c'est pas son problème. Alors, ce design pattern de Doctrine, on l'a réimplémenté dans PHP RedisOM. Et en gros, on a implémenté la même interface Object Manager que l'interface qui est l'interface parente de l'Entity Manager Interface Doctrine pour garder exactement les mêmes méthodes, les mêmes signatures, les mêmes paramètres. Moi, personnellement, je suis un utilisateur de Doctrine, je sais que je ne suis pas le seul. Et du coup, pour tous ceux qui sont familiers de Doctrine, en gros, ils retrouvent vraiment les mêmes méthodes, les mêmes paramètres. C'est assez simple à prendre en main. L'idée, c'était de se dire, j'ai un petit projet Symfony avec Doctrine, j'ai juste à changer dans le constructeur l'Entity Manager Interface par le Redis Subject Manager Interface et tout fonctionne exactement de la même manière. Donc là, on voit je persiste, je flush, c'est des syntaxes que vous connaissez. Et automatiquement, quand on va sur le serveur Redis, on fait un hashgetAll, on fait un keys étoile, pardon. Keys étoile, pas fait en production, ça vous renvoie toutes vos clés. Et puis on va retrouver notre objet, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, aplati. Là, c'est en format hash, on aurait pu le faire en JSON. Et voilà. Maintenant qu'on a vu comment on pouvait persister, là, notre objet est enregistré dans le serveur Redis, on va voir comment on peut requêter notre objet. Alors, pour requêter notre objet, on a un autre module, Redis Search. Du coup, on a une commande dans la librairie qui s'appelle vendor bin redis migration, ou si vous êtes dans un bundle Symfony, bin console redis migrate. Le nom n'est pas très équivoque parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment une migration d'index, c'est plutôt une mise à jour des index. Donc le bon nom devrait plutôt être index update, mais bon, il faudrait que je le change.
Et du coup, cet update des index va boucler sur vos entités Redis, regarder quelles propriétés sont indexées ou pas, créer les bons index, et puis c'est tout bon. Et ensuite, je vous l'ai dit, vu qu'on implémente la même interface que l'Object Manager, qui est la parente de l'Entity Manager, et ben on va retrouver les mêmes méthodes que dans Doctrine, le find by, le find wind by, avec les mêmes signatures. Donc voilà, ça marche exactement pareil, à la différence qu'on a ajouté quelques méthodes, les find like, find by like, qui vont vous permettre de faire de la recherche de texte partiel, ce qui n'est pas disponible nativement avec Redis. Donc voilà, je fais un find, je récupère mon objet, je le dump. Et effectivement, du coup, j'ai bien récupéré un objet PHP. Il a bien été hydraté. Toutes les valeurs qui étaient dans Redis sont bien récupérées. Du coup, j'ai un objet PHP que je vais pouvoir utiliser dans mon projet. Alors, quand même le plus important, c'est quand même API Platform. Vous dites, il en parle seulement à la fin. Désolé, mais parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Nativement, en fait, je vais vous montrer comment, dans un projet API Platform, juste en installant la librairie, et par défaut, vous allez pouvoir exposer ces entités Redis avec des API ressources et les utiliser comme des API ressources classiques que vous utilisez avec Postgre, mais avec un serveur Redis. Alors, pourquoi? Alors, API Platform et agnostique. Qu'est-ce que ça veut dire? Doctrine avec API Platform, c'est optionnel. Même s'il y a une implémentation native dans le bundle, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser avec Doctrine. En gros, API Platform, c'est aveugle à l'origine des données et potentiellement, vous pourriez l'utiliser avec n'importe quelle source de données, ça marcherait. Il suffirait d'implémenter des state providers, des state processors et les bonnes interfaces d'API Platform, mais vous pourriez tout à fait utiliser n'importe quelle source de données. Du coup, c'est ce qu'on a fait ici avec Redis. Comment ça fonctionne? Du coup, ce que je disais, API Platform n'expose pas des ressources, des entités doctrine. En fait, API Platform expose des API ressources. Du coup, ça, ce que je mets, c'est un concept un peu abstrait, mais du coup, qui pourrait être alimenté par n'importe quelle source de données, en l'occurrence Redis. On va voir comment ça fonctionne. Alors, le scénario classique quand vous utilisez un projet API Platform avec Doctrine, c'est du coup vous recevez une requête HTTP, API Platform avec des séries d'extensions, la pagination extension, la filtre extension, on va passer dans nos extensions, on va instancier et manipuler un objet du Doctrine Query Builder, du coup on va lui ajouter différentes méthodes, à la fin ça va faire une belle requête SQL, on passe en requête SQL, on récupère les données, on passe dans les providers, les serializers, et puis ça nous sort un joli JSON, tout marche très bien. Comment on va faire avec Redis? On va vouloir faire exactement la même chose, donc toujours pareil, on reçoit la requête HTTP, et du coup, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est implémenter les interfaces d'extension, pagination, filter, créer du coup un paginateur, créer des filtres qui vont être adaptés à Redis. Et puis du coup, pareil, faire la requête Redis Search. Après, avoir un Redis State Provider, passer tout ça au bundle API Platform. Et pour le reste, la sérialisation, etc., il s'en charge, on n'a rien à faire. Et ça a marché très bien. Alors, je suis où? Je ne sais plus. Voilà. Du coup, alors, comment on va faire? Donc, petit 1, on parcourt nos extensions. Donc, la pagination, la filter extension, etc., on va les parcourir. Petit 2, on va construire un tableau de paramètres qu'on va passer à la requête Redis Search. Petit 3, on fait la commande Redis. Et petit 4, on transforme ces objets Redis en PHP. Ça, on l'a vu, la librairie le fait pour vous. Et ensuite, on le passe au provider, on serialise et tout est OK. À quoi ça ressemble concrètement? Là, j'ai fait un appel API à API/catégorie. Je lui ai mis plusieurs filtres. Donc, name, je cherche Toto, je veux la 3e page et je veux un tri par ordre de date de création descendant. Alors, à quoi ça ressemble, du coup, la requête Redis Search? Et ben, en gros, le premier paramètre, c'est le nom de la requête, le nom de la commande Redis, ft search. Ensuite, on va avoir la deuxième clé. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième clé, ça va être le @name égale Toto. C'est la syntaxe Redis pour faire une recherche de texte exact. C'est l'équivalent du where égale en SQL. En 3, la clé numéro 3, c'est le sort by, c'est votre order by, c'est vraiment pareil. Et puis en 6, c'est limit. Là, pareil, c'est le set max result qui prend 2 paramètres. En premier, l'offset, en deuxième, le nombre de résultats. Donc là, je veux la page numéro 3. Donc je dis à partir du 60e résultat et j'en veux 30. Donc en tout, j'en aurai du 60e au 90. Et on fait la requête et c'est tout bon. Donc là, on a vu qu'on pouvait requêter facilement des objets. Après, on laisse la librairie transformer notre objet Redis en objet PHP. On le passe à l'API Platform, il fait le reste. Et pour la persistance, là, en fait, c'est vraiment encore plus simple. Il va suffire de créer un Redis State Processor. Et en fait, vu qu'on a déjà les méthodes de l'Entity Manager, le persist, le flush, le remove, en fait, on va juste écouter l'opération API Platform et puis dire, voilà, on va faire selon si c'est de l'update, du patch, du delete, appeler la bonne méthode du repository, du Redis Object Manager. Et c'est tout bête. C'est tout, ça suffit. Et du coup, juste en ajoutant à notre entité Redis qu'on a créée, c'est pas la même, mais vous voyez l'idée, l'API ressources en haut, automatiquement, ça va marcher. Et vous allez pouvoir, du coup, requêter, faire des appels API Platform qui vont automatiquement être persistés dans Redis sans avoir besoin de base de données derrière, ou en ayant une base de données et avoir une architecture Redis à côté pour avoir d'autres logiques métiers. Alors, comment marche cette petite magie, le fait d'avoir rien d'autre à mettre que l'API ressources? Ça marche grâce à une classe qui s'appelle la ressource collection metadata factory. Donc là, on rentre un peu dans le bundle. En fait, cette classe, elle existe dans PHP Redis EM, mais en fait, c'est une copie quasi conforme d'une classe qui existe dans l'API Platform et qui est utilisée pour justement ajouter par défaut les bons processeurs, les bons providers pour les entités doctrine.
Comment elle fonctionne? Donc, si on regarde un peu sous le capot, ce service, en fait, on va boucler sur nos opérations. Vous avez une API ressource avec des opérations, des get, des posts, des patchs, des deletes. On va boucler sur les opérations. On va regarder est-ce que cette entité, elle a un attribut entity. Donc là, en fait, entity, c'est Redis entity. Si elle a l'attribut Redis entity, je considère que c'est une entité Redis. J'appelle du coup la méthode addDefault qu'on va voir après. Si c'est pas une entité Redis, bah, j'ai rien à faire, donc je continue, je fais rien. Et donc, quand on va dans le addDefault, qu'est-ce qui se passe? On va voir on va regarder l'opération. Est-ce que l'opération a un provider qui lui a été injecté par le développeur, un custom provider, un custom processor? Si c'est le cas, on fait rien. On dit bon, tu as un provider maison, on n'a rien à faire. Si c'est pas le cas, on va dire bah écoute, c'est une entité Redis, je n'ai pas de provider. Par défaut, je vais chercher le. Alors là, le collection provider, en fait, c'est le Redis collection provider. J'aurais dû mettre le nom plus complet, ou le Redis item provider, si jamais vous avez une item opération. Et puis si c'est une question de et puis pour le processeur, bon, on n'en a qu'un seul, c'est le Redis processor. Et puis voilà, automatiquement, du coup, le bundle va se charger d'injecter pour vous le provider, le processor, par défaut pour que ça fonctionne. Et du coup, ça marche très bien. On fait un appel avec Postman, on récupère mes catégories, on voit que la pagination est disponible, on a bien nos objets, ils sont bien en JSON. Si je veux faire un filtre par name, je cherche API, j'ai bien l'API plateforme conférence qui ressort. Tout marche bien, les filtres sont implémentés et c'est nickel. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Ce genre de bundle, enfin cette pratique en l'occurrence, et en fait ça nous dit que API Platform c'est architecturellement fait pour faire ce genre de choses. En gros, API Platform propose des interfaces que vous êtes libre d'implémenter ou pas. Et du coup, si demain vous dites, bah voilà, moi je veux que mon API elle soit branchée sur des CSV, que mes clients uploadent sur un SFTP de manière journalière, et ben en fait c'est tout à fait possible. Il va juste falloir implémenter les bons providers, les bons processors, si jamais vous voulez écrire, si vous faites que de la lecture, que le provider. Et puis du coup les bons filtres, besoin de filtres. Et en fait, théoriquement, ça pourrait marcher avec n'importe quelle source de données. Donc là, j'ai mis du CSV, du JSON, du XML, une base de données ClickHouse si vous le souhaitez. Et voilà. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, sur la librairie du coup PHP Redis-OM, il y a un chapitre dédié à dans la doc au support d'API Platform. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup. Normalement, je suis dans les temps. Désolé, j'ai parlé très vite.